Imaginez une enfant de 7 ans trouvée seule sur la route, sans vêtements et blessée. Maintenant, imaginez que le responsable de cela avait déjà été jugé pour des crimes similaires et était sorti libre. C'est l'histoire vraie de comment une petite fille courageuse a aidé à capturer un criminel qui a dupé le système judiciaire pendant des décennies et comment son cas a changé à jamais les lois d'un pays entier. Ce que vous êtes sur le point de découvrir implique des failles dans les systèmes de justice, une enquête qui a duré plus de 30 ans et un retournement que personne n'attendait. Préparez-vous à connaître des détails qui vont vous indigner et en même temps vous donner de l'espoir en la force de la justice. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune affaire. C'était un jour ensoleillé de février 1986 quand la petite Rachel Watts demanda une livre à son père pour acheter des bonbons au magasin local. Elle chaussa ses patins blancs et sortit de chez elle vers 4 heures de l'après-midi. Un peu plus d'1 heure plus tard, ses parents reçurent la visite de la police avec une nouvelle qui changerait leur vie à jamais. La fillette avait été trouvée par un couple sur Devil's Dyke Road, à plus de 11 km de chez elle. Ce qu'ils virent les horrifia complètement. L'enfant était sans vêtements, blessé et en état de choc. Quand ils s'approchèrent pour aider, elle demanda s'ils allaient aussi l'enlever. À l'hôpital, la mère de Rachel reçut une instruction presque impossible à suivre. Ne pas montrer d'émotion devant sa fille, car cela pourrait la faire se fermer et ne pas raconter ce qui s'était passé. Pendant l'interrogatoire, assise à côté de sa mère, la fillette omit des parties cruciales de ce qu'elle avait vécu, gardant des secrets qu'elle porterait pendant plus de 30 ans. 3 jours après l'attaque, Rachel fut placée derrière un miroir sans teint pour tenter d'identifier son agresseur. Dans une file de suspects se trouvait un homme qui avait déjà été accusé de crimes similaires auparavant, mais qui avait réussi à échapper à la justice de manière controversée. Pour comprendre complètement cette histoire, nous devons revenir quelques années en arrière. En octobre 1986, 2 fillettes de 9 et 10 ans, Karen Allaway et Nicola Fellows, disparurent alors qu'elles jouaient près de leur maison à Brighton. La recherche mobilisa plus de 150 policiers et bénévoles de la communauté. Après presque 24 heures de recherche, les enfants furent trouvés mortes dans Wild Park. Ce qui attira l'attention des enquêteurs fut une rencontre étrange qui eut lieu pendant les recherches. Russell Bishop, connu dans la région pour de petits crimes, fit un commentaire particulier à un policier. « Si je les trouve et qu'elles sont mortes, je vais être arrêté, n'est-ce pas ?» Quand les corps furent découverts, Bishop courut vers le lieu plus vite que n'importe qui d'autre ne put le suivre. Les preuves commençaient à s'accumuler contre lui, plusieurs personnes l'avaient vu dans la zone au moment de la disparition, portant un pull bleu qui fut trouvé jeté près du lieu du crime. L'analyse médico-légale de la pièce révéla des fibres des vêtements des victimes et des spores de lierre cohérentes avec l'endroit où les corps avaient été trouvés. Plus important encore, il y avait des traces d'une peinture rouge très spécifique, la même que Bishop avait été vu utilisant sur les voitures d'amis. Quand les enquêteurs apportèrent le pull à la maison de Bishop, sa petite amie Jenny Johnson dit immédiatement « Oh, vous avez ramené le pull de Russell !» Elle signa une déclaration confirmant que la pièce appartenait à son petit ami, sans savoir qu'elle fournissait la preuve clé pour l'incriminer. En décembre 1986, Bishop fut accusé des meurtres. Le procès commença en novembre de l'année suivante. Tout le pays suivant l'affaire, qui devint connu sous le nom de « The Babes in the Wood », les bébés de la forêt. L'accusation était confiante, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Quand Jenny Johnson monta à la barre des témoins, elle changea complètement sa version, niant que le pull appartenait à Bishop et alléguant que la police l'avait forcé à signer la déclaration précédente. Sans pouvoir prouver qu'elle mentait, l'affaire de l'accusation s'effondra. Après presque 4 semaines de procès, Bishop fut considéré innocent. Il sortit du tribunal les mains en l'air, criant son innocence et alla célébrer dans un pub proche. Les familles des victimes furent dévastées. À cause de la loi du double péril, qui existait depuis 800 ans, Bishop ne pourrait plus jamais être jugé pour les mêmes crimes, même si de nouvelles preuves irréfutables de sa culpabilité surgissaient. Dans les mois qui suivirent, Bishop tentait de reconstruire son image publique. Il alla jusqu'à participer à des protestes organisés par les parents des victimes demandant la réouverture de l'affaire. Il reçut 15 000 livres d'un tabloïd pour raconter sa version de l'histoire comme victime d'erreurs judiciaires. En février 1990, seulement 2 jours après avoir reçu une lettre officielle l'informant que l'affaire était définitivement fermée, Bishop repassa à l'action. Rachel patinait quand elle se perdit et demanda son chemin à un homme qui bricolait une voiture. Sans avertissement, il la jeta dans le coffre et s'enfuit. Dans le compartiment sombre, illuminé seulement par les feux de freinage, la fillette trouva un marteau et une boîte d'huile lubrifiante. Elle commença à frapper le toit du coffre et à crier, mais l'homme s'interrompait seulement pour dire qu'elle devait se taire ou il la tuerait. Intelligemment, elle enleva ses patins, sachant qu'elle aurait plus de chances de fuir sans eux.
Quand ils arrivèrent à destination, l'agresseur la força à enlever tous ses vêtements sur la banquette arrière. Ce qui se passa ensuite fut quelque chose qu'elle garderait secret pendant des décennies. Contrairement à ce que tous pensaient, Rachel était consciente pendant toute l'attaque. Elle fit Fénibriante tant dédiante conscient que quand il mit sa main autour de son cou et ne perdit connaissance que quand il ne put plus respirer. L'agresseur la porta dans la forêt, convaincu qu'elle était morte. Quand elle se réveilla seule et blessée, Rachel se réhissa dans les buissons malgré les vertiges. Voyant des phares au loin, sa première pensée fut qu'il était revenu pour finir le travail. Mais réalisant qu'elle mourrait de froid si elle ne demandait pas d'aide, elle s'approcha du couple qui la sauva. L'enquête commença immédiatement. Avec la description fournie par Rachel, homme blond avec moustache conduisant une voiture rouge, les détectives arrivèrent rapidement à un suspect connu, Russell Bishop. Quand ils arrivèrent chez lui, ils trouvèrent Bishop lavant obsessionnellement son véhicule rouge. Dans le coffre, ils trouvèrent le marteau, la boîte d'huile, des marques de coups au plafond et, plus important encore, des fibres des vêtements de la fillette ainsi que du sang et du matériel génétique qui le reliaient directement à Bishop. Lors de l'identification, Rachel pointe à Bishop sans hésitation. En décembre 1990, il fut condamné à prison à vie pour tentative de meurtre, 10 ans pour enlèvement et 10 ans pour agression. Bien que tous sachiez qu'il était aussi responsable des meurtres précédents, il n'y avait aucun moyen de le juger à nouveau. Les familles des premières victimes déclarèrent que la lutte pour la justice ne s'arrêterait pas là. Rachel, protégée par l'anonymat judiciaire, tenta de reprendre une vie normale. Pendant plus d'une décennie, elle réussit à vivre relativement en paix. En 2004, quand Rachel avait 22 ans, elle reçut un appel terrifiant. Bishop était considéré pour une libération parditionnelle. Elle découvrit que prison à vie dans son cas signifiait seulement 14 ans, puisqu'il n'avait techniquement personne tué. La nouvelle de sa possible libération développa chez Rachel une condition appelée agoraphobie, l'empêchant de sortir de chez elle. Elle faisait des cauchemars constants qu'il reviendrait pour finir ce qu'il avait commencé. En 2005, il eut un changement fondamental. La loi du double péril fut abrogée après 800 ans. Cela signifiait qu'avec de nouvelles preuves convaincantes, Bishop pourrait être jugé à nouveau pour les meurtres de 1986. Une nouvelle enquête fut ouverte, mais trouver des preuves inédites et convaincantes s'avéra extrêmement difficile. Des années passèrent avec la liberté parditionnelle de Bishop étant répétitivement refusée, mais Rachel ne pouvait avoir de paix, sachant qu'il avait encore des chances de sortir. En 2013, il eut enfin une percée. Les enquêteurs décidèrent de tester l'ADN de l'intérieur d'une déchirure dans la manche du pull bleu, et le résultat montra l'ADN de Bishop. Cependant, il y avait le risque de contamination des années précédentes, rendant cette preuve inadmissible. La véritable percée vint quand les scientifiques examinèrent des échantillons qui avaient été collectés des bras des victimes en 1986, mais jamais testés à cause des limitations technologiques de l'époque. Le résultat fut révolutionnaire. L'ADN de Bishop mélangé avec celui de Karen Hadaway. En mai 2016, Bishop fut retiré de sa cellule, pensant qu'il recevrait finalement la liberté conditionnelle. Au lieu de cela, il fut interrogé et emprisonné à nouveau, attendant un troisième procès. En octobre 2018, 32 ans après les crimes originaux, commença le nouveau procès de Russell Bishop. Les familles étaient présentes, voyant finalement une vraie chance de justice. La défense maintint que le pull n'appartenait pas à Bishop et expliqua la présence de son ADN sur les bras de la victime en alléguant qu'il avait vérifié le pouls des fillettes quand les corps furent trouvés. Mais cette version s'effondra quand un détective témoigna que Bishop ne s'était jamais approché des corps à cette occasion. La vérité était encore plus perturbante. Après avoir tué les fillettes, Bishop participa à la recherche le jour suivant, voulant être le premier à les trouver, pour avoir une excuse pour expliquer pourquoi son ADN était sur elles. Il ne réussit jamais à s'approcher assez. Comme preuve finale, l'accusation présenta des lettres que Bishop avait écrites à une fillette de 13 ans pendant son premier procès en 1987. Les lettres étaient extrêmement suggestives et Bishop devint furieux quand elles furent lues au tribunal, criant qu'il voulait un nouveau procès. Le 10 décembre, à 12h30, le jury fut renvoyé pour délibérer. En moins de 2 heures, ils revinrent avec un verdict « coupable ». Bishop fut finalement condamné pour les assassinats de 1986, recevant une sentence additionnelle de 36 ans. Les familles, qui luttèrent inlassablement pendant plus de 3 décennies, virent finalement la justice. Karen et Nicolas pourraient finalement reposer en paix. Depuis le procès, Rachel commença un voyage pour récupérer le contrôle de sa vie. Elle construisit une belle famille avec son mari aimant et eut des enfants merveilleux. Aujourd'hui, à 41 ans, elle lutte contre l'agoraphobie et travaille pour ne plus être prisonnière de son passé. Rachel veut pouvoir sortir, passer du temps avec la famille, avoir des rendez-vous romantiques avec son mari et simplement s'asseoir dans un jardin de pub au soleil.
Elle est toujours là, elle a encore une chance de lutte et son courage a aidé à garantir qu'un prédateur dangereux ne pourrait plus jamais blesser d'autres enfants. Cette histoire montre comment les failles du système judiciaire peuvent avoir des conséquences tragiques, mais démontre aussi le pouvoir de la persistance et du courage dans la recherche de la vérité et de la justice. Si cette affaire vous a impacté autant qu'elle m'a impacté, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines affaires. Laissez aussi dans les commentaires quelle affaire vous aimeriez voir ici sur la chaîne, votre suggestion, peut-être la prochaine vidéo. Et partagez ce contenu pour que plus de personnes connaissent des histoires vraies qui montrent l'importance de ne jamais abandonner la justice.